J'ai acheté une voiture qui ne roule pas, endommagée par un accident, de la marque Lamborghini, série SVJ Roadster. Bien sûr, à un prix super réduit, 1000 livres. Quand on a ramené la voiture à l'atelier, on a réussi à la faire démarrer. Ouais! Ouais! Et la conduire. Ouais! Mais ça ne marche pas super bien. Et je n'arrive pas vraiment à la faire monter en régime. Donc aujourd'hui, on doit réparer ça. Bon, cette SVJ a l'air d'avoir eu une vie difficile. Elle est poussiéreuse et une grande partie de sa partie inférieure était couverte de rouille, de corrosion et à certains endroits de moisissure. Donc avant de continuer à construire cette voiture, on l'a ramenée chez Ice Blasters, où ils l'ont nettoyée à la glace carbonique. Ce qui a pratiquement gelé la saleté qui s'y trouvait afin de l'éliminer. Ça devrait permettre à toute la voiture de retrouver son aspect d'origine. Mais pendant qu'ils faisaient ça, ils sont tombés sur un autre problème. Il y a un petit problème. Alors papa a dû venir jeter un œil pour voir si on pouvait le réparer. Oh, regardez ça. C'est dingue. C'est dingue comme ça a l'air neuf. On dirait que la partie d'où fuit le liquide vert vient du même endroit que celui qu'on a réparé avant. Regarde où c'est propre. Ah, c'est de l'autre côté. On devrait le régler parce que sinon ça va couler, non? Bon, là c'est à l'avant de la boîte de vitesse. Et tous ces trucs, ce sont les solénoïdes qui servent à changer les vitesses dans la voiture. Avant, c'était celui-ci. C'était celui-là, là. C'était ce solénoïde. C'était celui-là qui était cassé. Mais il y en a un autre là-haut. Et on dirait que c'est l'autre de l'autre côté qui fuit maintenant. Et si tout le liquide s'écoule, on ne pourra pas démarrer la voiture car elle ne passera pas au point mort. Dans la dernière vidéo, on a compris que les dégâts venaient d'un choc en dessous. Et le support de la boîte de vitesse que vous pouvez voir est fissuré, ce qui a poussé l'un des solénoïdes vers le haut. Ce qui le fait se détacher de la pompe et fuir. Mais on dirait que ça n'a pas seulement endommagé un solénoïde, ça a aussi touché l'autre côté. Cette partie-là est tordue. Mais ce qu'on va faire, c'est la rendre pareille que celle-ci. Vous pouvez voir que la surface de ce solénoïde n'est pas plane. Et si elle n'est pas plane, le joint ne va pas bien tenir et par conséquent, toute l'huile va s'échapper. Mon père a donc sorti son outil préféré pour essayer de remettre le siège du solénoïde à plat. Il pourra ensuite le remettre dans la boîte de vitesse comme on l'a fait avant. Et une fois que tout est en place, il peut remplir le système hydraulique avec de l'huile minérale jusqu'à ce qu'elle recommence à sortir. Et là, ça devrait être bon. Ouh. Tout marche. Tout va bien. Plus de fuite. Pour l'instant, en tout cas. Bon, c'est fait. Ramenons la voiture au garage. Suzanne, la SVJ, est de retour de chez Ice Blaster et elle a l'air vraiment toute neuve, comme il se doit. Elle est vraiment superbe. En dessous, au-dessus, surtout dans le compartiment moteur. Mais j'ai remarqué un truc qui pourrait peut-être être problématique. Ces SVJ ont une coque en carbone. La partie sur laquelle on s'assoit est en carbone, un matériau super rigide et solide. Mais la partie qui soutient le moteur est en aluminium. C'est un châssis entièrement en aluminium boulonné à la coque en carbone. Maintenant, on sait que le cadre a été un peu endommagé dans la dernière vidéo. Bob a réussi à découper et à ressouder une pièce en aluminium pour que ça ait exactement le même look qu'à la sortie d'usine. Mais on pense qu'il y a maintenant d'autres dégâts en haut du cadre. Ici, là, vous pouvez voir que c'est un peu écrasé. Bombé, si vous voulez. Ce qui veut dire qu'il y a eu une sorte de force. C'est une sorte de force qui agit dans cette direction. Et ce renflement veut dire qu'on pourrait avoir de sérieux problèmes au niveau du châssis. C'est là que la plupart des dégâts ont été causés. Donc je pense que quelque chose a dû pousser le châssis dans cette direction. Ce qui n'est pas bon signe. Il y a plusieurs façons de voir si un truc est tordu ou cassé. Et on va devoir le faire. La première étape consiste à dévisser ce renfort en X et de voir si tout revient à sa place, car ce renfort a clairement bougé. Dans le meilleur des cas,
je retire les boulons de ce renfort en X et le cadre se remet en place. Et si on essaye de remettre les boulons pour le renfort en X, les trous ne s'aligneront pas. Et heureusement, ça a l'air d'être le cas. Vous pouvez voir que les trous des boulons sont maintenant décalés. Les trous, ici, ne sont pas alignés avec le châssis. Ce qui me fait penser que le châssis a bougé dans ce sens, que le renfort s'est écrasé. Mais dès que je le dévisse, le châssis est revenu en arrière. Parce que maintenant, le trou du boulon n'est plus aligné là. Et il est presque aligné là. Je trouverais bizarre que le châssis ait bougé et soit resté là où il était, parce que je ne vois aucun autre dommage visible. Même ces renforts en bas, ici, ils ne sont pas abîmés du tout. Je pense donc que ce renfort a vraiment bien fait son boulot. Car sans lui, le châssis aurait pu être complètement poussé par-dessus. Il est abîmé, maintenant on doit le remplacer. Mais je pense que le mieux, c'est d'acheter un nouveau renfort en X, et de voir si tout s'aligne avec les trous de boulon. Mais là, je suis en train d'enlever l'ancien, et la façon dont on peut mesurer le châssis maintenant, c'est avec ce gabarit de tramway. Cet écartement sera fixé à un point à l'arrière gauche et à un point fixe en haut à droite du châssis. On va ensuite bloquer le gabarit de tramway en place pour qu'il soit à une certaine mesure, puis on va mesurer en travers, et ça devrait nous donner la même lecture. Sur ce trou, pile au milieu. Oh, regardez ça. C'est dedans. Regardez ça. Et on fait un changement pendant qu'on y est. Vas-y, change. Regardez, dedans. Boum! C'est dedans. C'est une bonne nouvelle, c'est vraiment une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que le châssis n'a pas bougé. Donc, quand on achètera un nouveau renfort en X, il devrait s'installer ici sans problème. C'est une super nouvelle. Ça veut dire qu'on n'aura pas à démonter le moteur pour remplacer tout le châssis arrière. Un problème de régler. Passons au suivant. Donc si la voiture ne tourne pas bien et que je ne peux pas monter en régime, c'est parce qu'il n'y a pas de sonde lambda dans le système d'échappement, qui mesure le mélange air-carburant sortant de la chambre de combustion. Donc elle ne sait pas vraiment ce qu'elle fait en ce moment. Et la seule raison pour laquelle on peut deviner qu'il n'y a pas de sonde lambda, c'est parce qu'il devrait y avoir un échappement de rechange dessus. Et avant de l'envoyer à l'assurance, je pense qu'ils ont retiré l'échappement, remis celui d'origine et n'ont rien rebranché. Absolument rien. On a une solution, mais c'est presque illégal de remettre un pot d'échappement standard sur une SVJ. Bon, d'abord, on enlève l'échappement standard. Le but, c'est de faire tourner cette SVJ comme il faut. Et vu que cet échappement a l'air d'avoir été posté à la va-vite, il vaut mieux qu'on recommence à zéro pour savoir exactement ce qui manque à l'échappement ainsi qu'au compartiment moteur. On a maintenant dévissé les boulons qui fixent le silencieux arrière au tuyau avant. Ouais! Ensuite, Liam et moi, on peut enlever le boîtier arrière, qui est un vieux truc qui étouffe aussi beaucoup le son. Maintenant que c'est fait, on peut accéder aux deux tuyaux avant. L'échappement standard est démonté. Et c'est bien l'échappement standard, il n'y a pas d'échappement de rechange, et il manque aussi plein de boulons. Et en parlant de boulons manquants, on a eu un problème avec les tuyaux avant. Liam, qu'est-ce qui s'est passé ici? On vient juste d'enlever celui du haut, Ouais, et maintenant on doit défaire celui du bas. ce qui est difficile à Il atteindre. n'est pas facile d'accès. Ouais. Mais Oh, Suzy! il n'y en avait pas sur celui du bas. Non! Je vois pourquoi ils n'en ont pas mis un en bas. Fais un zoom. Oh, il est là! Il est là, ouais. Super! Le collier de serrage était bien là, mais celui qui a remis cet échappement en place n'a pas pris la peine d'essayer de remettre le boulon. Il nous facilite la tâche en fait. C'est plus facile, ouais. On défait ce côté-là. Et du côté gauche de la voiture, on a dévissé le collier de serrage en V supérieur pour retirer le boulon. Et une fois qu'il a été retiré, ce n'était pas surprenant que celui du bas ne soit plus là. Ouais, mec! Donc, ces deux tuyaux avant s'enlèvent facilement, tout comme le silencieux arrière standard. L'échappement d'origine est démonté, mais on ne pense pas qu'il s'agisse d'un échappement d'origine. On pense que ce sont des catalyseurs sport, car ils semblent beaucoup trop petits. Et heureusement aussi, ces sondes lambda sont marqués 1, 3, 4 et 2. Et ça correspondrait à ces bougies-là, qui sont marquées 1, 3, 4 et 2. Donc, si on se fie à ce qu'ils ont fait, ça devrait aller au bon endroit. Et on vient de les marquer de la même façon de l'autre côté, donc ça devrait marcher. Avant de vous montrer le nouvel échappement, on va faire les gamins. Et voir ce que ça donne sans échappement du tout. Le V12 va rugir à l'arrière, donc je pense que on va devoir le démarrer. Oh, mon Dieu! C'est pas vrai! Oh, mon Dieu! Je sais pas si elle va monter en révolution.
Wouhou! Juste un peu. Oh, pas terrible. Oh, ça pue. Oh là là. Oh là là, la chaleur qui se dégage à l'arrière, ça nous empêche de la faire monter en régime à cause des problèmes de capteur lambda. Pouf, c'était bruyant. C'était vraiment super fort. C'était vraiment trop fort. Maintenant, on doit transformer ce volume en hauteur tonale. Et on a une solution pour ça. C'est une exigence indispensable pour une Lamborghini SVJ, et c'est pourquoi la SVJ a une âme. Un système de tuyaux droits complet de Valvetronic. On a les tuyaux avant, et puis le silencieux arrière qui est en titane pur, donc il est vraiment super léger. Il pèse vraiment rien. Et il atténue pas du tout le bruit. Non, et tu sais pourquoi les pots d'échappement en titane sont plus bruyants que ceux en acier ? Non. Eh bien, comme le titane est plus rigide, eh bien, il n'absorbe pas autant le son. C'est un métal plus dur, donc il vibre plus, ce qui fait plus de bruit. Le seul truc, c'est qu'ils sont vraiment fragiles, donc il vaut mieux éviter de les cogner ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, ils ont vraiment un look d'enfer, tout en or. On peut y mettre la caméra. Ouais, regardez ça, le test du bras. Je peux y passer mon bras. Et ceux-là vont aller sur le pare-choc ici. On va avoir besoin d'un nouveau pare-choc parce que celui-ci est cassé, mais on a des embouts dorés qui vont cracher des flammes. Ça va être génial. Ça va être complètement dingue. Bon, on commence par les tuyaux avant. Et on va avoir besoin de sondes lambda. Il y a 2 sondes avant le catalyseur et 2 après. Le premier capteur sert à dire à l'ECU comment la voiture brûle le carburant. Et le deuxième capteur dit à l'ECU comment marche le convertisseur catalytique. L'ECU peut alors ajuster l'admission d'air et de carburant pour qu'elle soit parfaite. Donc on espère qu'une fois ces pièces installées, la voiture sortira du mode limp et qu'on pourra enfin faire monter le régime moteur. Il y a maintenant 8 capteurs au total et ceux de Lamborghini ne sont pas donnés. 184,69 livres chacun pour ceux à l'avant et 82,94 livres pour ceux à l'arrière. Mais c'est Bosch qui fabrique ces sondes lambda et si vous vérifiez la référence, vous pouvez trouver les sondes d'avant à 81 livres et les sondes arrière à 86 livres si vous ne les achetez pas chez Lamborghini. C'est une bonne façon d'économiser un peu d'argent sans sacrifier la qualité car ce sont exactement les mêmes. Une fois que ces sondes lambda sont dans les tuyaux avant, Liam et moi, on peut les remettre en place. Du côté gauche, j'ai dû démonter pas mal de trucs juste pour les mettre dans la bonne position. Et je comprends maintenant pourquoi les gars qui ont installé l'échappement d'origine ont laissé quelques boulons de côté, car c'était assez compliqué. Mais finalement, les tuyaux avant ont tous été installés. Puisqu'on est à l'arrière de la voiture, c'est peut-être le bon moment pour changer certains supports du refroidisseur d'huile parce qu'ils sont tous tordus et déformés. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas y faire grand-chose. Malheureusement, il n'y a pas de code de triche ou de hack pour trouver des supports de refroidisseur d'huile moins chers. Ils sont faits spécialement pour l'Aventador. On met le support de chez Lamborghini. Et ce support coûtait 58 livres. Et on a eu du mal à en trouver un d'occasion. Du coup, on a dû en acheter un neuf. Ouais, ce tuyau est vraiment tordu. Parce qu'il m'empêche de tourner ça par là. Et on dirait que je vais aussi avoir besoin d'un tuyau supérieur pour le refroidisseur d'huile. Mais revenons à l'échappement. Maintenant, j'enlève les supports de l'échappement d'origine et je les mets sur le Valvetronic. Il y a 2 supports en haut et 2 autres en bas. Et c'est presque prêt à être installé. La dernière étape, c'est la protection thermique. C'est un truc vieux et moche, mais on ne veut pas mettre le feu à l'arrière de la voiture ou causer une surchauffe inutile du moteur. On met les colliers V-band sur les tuyaux avant, prêts pour le nouvel échappement. Le Valvetronic est en train d'être installé. Ensuite, mon père et moi allons mettre le Valvetronic en place et serrer tous les supports et les colliers en V et boulonner le bouclier thermique. Et voilà. C'est tout. Ok. L'échappement et tout le reste sont branchés. Ça devrait nous sortir du mode limp et nous permettre de faire monter le régime. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire monter le régime et voir si ça marche vraiment.
Donc je veux m'assurer qu'il y a de la bonne huile dedans. Mais pour vérifier l'huile sur ces V12, il faut faire chauffer la voiture, puis plonger la jauge dans l'huile, juste pour être sûr. Et comme on ne sait pas quand cette voiture a été révisée pour la dernière fois, on va juste vidanger toute l'huile qu'elle contient, et la remplir avec la bonne quantité d'huile, changer le filtre à huile, et alors on sera sûr à 100% qu'il y a de l'huile neuve dedans, et qu'on ne va rien abîmer. Donc la prochaine étape, c'est de vider l'huile. On soulève la SVJ. Et ce n'est pas comme une voiture normale pour la vidange d'huile. D'abord, j'enlève le bouchon du réservoir d'huile à l'arrière de la voiture. Après ça, il y a un bouchon de carter. Un autre bouchon de carter. Un autre bouchon de carter. Et encore un autre bouchon de carter. C'est parce que cette voiture a un carter à chicane, un peu comme des séparateurs au fond. Ça sert à éviter des problèmes d'alimentation en huile quand on prend des virages rapides sur circuit. Si toute l'huile se retrouve d'un seul côté, le tuyau d'alimentation pourrait avoir du mal à en aspirer. Mais les déflecteurs empêchent ça. Prochaine étape, le filtre à huile. Oh Ok, 13 litres d'huile Valvoline et un filtre à huile Lamborghini d'origine. Il est fabriqué par UFI Filters, comme celui de la Murciélago. Ils doivent avoir un accord avec Lamborghini. Et vous verrez plus tard dans la vidéo comment plein d'autres marques ont des accords avec Lamborghini. Si vous allez chez UFI et que vous essayez de commander un filtre à huile, ils ne vous le donneront pas parce qu'ils sont sous brevet Lamborghini. Ils doivent avoir un accord pour ne vendre qu'à Lamborghini. Donc vous devez l'acheter là-bas. On va pré-remplir le filtre à huile pour éviter d'avoir à démarrer le moteur pour faire le plein d'huile. On met l'huile Valvoline dans le filtre à huile. Puis on va juste en mettre un peu autour du joint, pour éviter qu'il ne se bloque quand on le visse au fond du moteur. Et ça va là-dedans avec tous les bouchons de carter en bas. On serre le tout, et on peut redescendre la SVJ. 13 litres d'huile Valvoline. Tu veux que je le mette dans le mauvais trou? Anna a fini par trouver le bon trou pour mettre l'huile, et elle en a mis 13 litres en tout. C'est fait. Avant de commencer et d'entendre cet échappement pour la première fois parce que ça va faire trembler tout le bâtiment, je pense qu'on doit effacer les codes d'erreur sur le tableau de bord pour être vraiment sûr qu'il n'y en a plus. Mais comme je ne veux pas de code d'erreur lié à la batterie, on va d'abord changer la batterie aussi. Et ensuite, on pourra la démarrer. On va mettre une nouvelle batterie. On enlève l'ancienne batterie et on met la nouvelle. Ouais, apparemment, il faut 2 techniciens pour installer une batterie. Ouais! Anna a décidé qu'elle préférait installer la batterie, mais elle était un peu nerveuse. Bang! Mais finalement, la nouvelle batterie a été installée et on était prêt à partir. Nouvelle batterie installée. Code d'erreur effacé. Démarrage de la voiture. En fait, on n'a peut-être pas besoin d'effacer les codes d'erreur parce qu'on a débranché la batterie. On est prêt à démarrer? Ouais, vas-y. Ça va être un vrai orchestre. C'est ça quand on parle des SVJ. Prête? Quoi? Toi, t'es prêt? Tout le monde est prêt. Même si cette voiture est encore en morceaux, c'est l'un des moments que j'attendais le plus. Le bruit de l'échappement. Ok, mets le contact pour commencer. Ok, il y a encore plein de problèmes à régler. Mais j'espère juste qu'on est sorti du mode limp. Allez, vas-y! Ouais! Oh, c'est tellement fort! C'est trop fort! Oh mon Dieu! Anna, essaye d'accélérer un peu. Wow! C'est un peu enfumé! Je pense que ça brûle une bonne partie des huiles dans l'échappement. Wow! Recommence! Oh, c'est des grosses Oh flammes! mon Dieu! Oh mon Dieu! Viens voir ça, viens!
Oh mon Dieu, échappement Valvetronic tout le monde. C'était complètement dingue, Je pense que ça mérite des applaudissements. sans aucun doute. Ouais. C'était dingue. Ça valait le coup. T'en penses quoi, Anna? C'est tellement cool. Ah ouais? J'adore. Ma préférée. Ça valait vraiment le coup. Même Kevin sautait de joie pour ça. Comment peut-on avoir envie d'acheter une voiture électrique? C'était dingue. Ok, continuons à construire la SVJ, car à la fin de cette vidéo, on devrait pouvoir la conduire dans un état plus ou moins correct. C'était dingue. Allons-y, on va commencer par l'arrière. Et le truc qu'on a oublié de monter dans la dernière vidéo, c'est l'étrier de frein à main. Voici l'étrier de frein à main. C'est un étrier de frein normal. Mais pour que le frein à main puisse vraiment appuyer sur le disque, il faut un moteur à l'arrière. Et voilà à quoi ressemble le moteur après l'accident. Chez Lamborghini, ce petit moteur coûte à lui seul un total de 274 livres. Mais sur eBay, 19,95 livres. Mais il y a une petite différence et on espère juste que cette petite différence n'aura pas d'importance. Voici notre problème. Oh, ouais, ça va être... Regarde, tu vois que les prises sont... Elles sont à des endroits différents. Le truc en lui-même est bien, mais les prises sont à des endroits différents. Et il n'y a qu'une seule façon de savoir si ça va vraiment marcher. Brancher et essayer. Ok, je vais appuyer sur le frein à main et tu verras... On veut savoir si ça tourne. Ouais, on va d'abord voir si ça marche. Voyons d'abord si ça marche. Tiens-le et je vais appuyer sur le frein à main. Ouais, ça tourne. Ouais. Il y a une chance que ça marche. Il y a une chance que ça ne marche pas, mais on peut tester ça. Bon, il n'y a que 2 bornes sur la fiche. Et si ces bornes sont inversées, le moteur pourrait tourner dans le sens opposé à celui que j'enclenche dans la voiture. Et si c'est le cas, on doit les inverser. Ok, c'est connecté. Voyons donc si ça marche comme il faut. Je vais mettre le frein à main. Et ça a l'air de marcher. Ouais, c'est parti. Ça marche? Ouais. Ouais! Et je l'éteins. Ouais, c'est éteint. Ouais, c'est éteint. Voilà un problème de réglé. Encore une fois, ça nous a fait économiser un peu d'argent. Il est temps de passer en dessous. Ici, de l'autre côté, il devrait y avoir un support. C'était comme ça avant. Mais dans l'accident, ou avec un chariot élévateur, on ne sait pas encore. Quelque chose a poussé ça vers le haut, et c'est ce qui a causé nos problèmes de boîte de vitesse dans la dernière vidéo. Donc ça, c'est complètement cassé. Malheureusement, on ne peut pas comparer ça avec une autre voiture, parce que seule la SVJ a une boîte de vitesse qui avance, alors que les Huracan, les RS et tout le reste ont une boîte de vitesse qui va vers l'arrière. Bon. On a un nouveau modèle de chez Lamborghini. Bon, ce support était assez cher. 1455 livres sterling. Mais encore une fois, on n'avait pas le choix. Et je n'en attendais pas moins de Lamborghini. Une fois que j'ai retiré la douille, je mets un peu de graisse pour caoutchouc autour et je glisse la douille dans le support. Et puis je peux le revisser sur la boîte de vitesse. Sans oublier le fil de terre qui passait par-dessus. Et puis, il y a 4 boulons qui fixent le support à la coque en fibre de carbone. Super! Prochaine étape, on continue avec l'arrière. On a un cadre cassé à l'arrière, juste là. Et on en a un nouveau. Il y a quelques supports qu'on doit enlever pour que ça rentre là-dedans. Et ensuite, ça peut être installé avec la barre de protection inférieure. Allons-y. Encore une fois, c'est une partie de la voiture sur laquelle on ne peut pas vraiment faire d'économie. Ce nouveau châssis coûte 1800 livres sterling, mais il permet de monter les feux arrière et l'aileron arrière. Et on va en avoir besoin. Une fois ce cadre en place, Liam et moi pourrons mettre la barre de protection qui n'a pas été abîmée du tout. Ensuite, on pourra passer à l'avant de la voiture. Maintenant, on va à l'avant. Nous avons plein de barres cassées. Et l'une des barres cassées est celle-ci. Elle n'a pas été percutée de face et c'est pour ça qu'elle s'est écrasée. Elle a été percutée par le haut. L'aile a vraiment été écrasée, comme ça. Donc on doit changer cette barre. Heureusement, ça se dévisse du tube en carbone ici. Donc on enlève cette barre et on pourra commencer à réparer tout le reste autour de cette zone. Comme je l'ai montré précédemment, le châssis avant et le châssis arrière de la voiture se dévissent tous les deux de l'habitacle en carbone. Et c'est pareil pour cette pièce que j'ai commandée, mais qui n'est pas encore arrivée. Le meilleur de l'ingénierie Lamborghini. Mais maintenant que la barre est retirée, on peut réparer d'autres pièces à l'avant, comme ce conduit de refroidissement des freins, qui est complètement cassé. Boum! Et on dirait qu'on va devoir piquer le support, parce que le nouveau n'en avait pas. Encore une pièce assez chère de chez Lamborghini. Elle coûte 606 livres sterling.
Mais où est-ce qu'on va en trouver une autre? Une fois qu'on aura rifté le support, on pourra remettre le conduit en place et le boulonner sur le pied du châssis. Il y avait des pièces qu'on a pu réparer, et on les a envoyées à Bob à l'atelier d'usinage, où il a pu les nettoyer. Et également ressoudre une partie des languettes qui s'étaient cassées. Et il les a même recouvertes d'un revêtement en poudre pour qu'elles aient l'air propres et belles. Parfait. Et voilà le support que Bob a remplacé. Merci Bob de l'atelier d'usinage. Il est aussi bien recouvert d'un revêtement en poudre. En fait, il est plus beau que celui de Lamborghini. Maintenant, on peut fixer le support à la jambe avant du châssis et ça s'aligne parfaitement. Et ce support maintient en fait le klaxon et le phare, ce dont on va parler tout à l'heure. On voulait voir à quel point les flammes pouvaient devenir grosses une fois que ça avait chauffé. Regardez ça! Oh mon Dieu! C'est trop fort! C'est dingue! C'est vraiment dingue! Il va sûrement devenir sourd avant D'avoir atteint les 60 ans. On attend encore beaucoup de trucs à l'avant qui vont arriver d'ici 1 minute. Mais on a un problème avec cette porte. Et sur cette porte, la fenêtre était toujours baissée. Mais elle est remontée. Et on pense que la fenêtre remonte. Mais pour l'instant, comme la fenêtre ne s'abaisse pas, et qu'on ne peut pas ouvrir la porte, elle reste coincée ici. On a vérifié les fusibles. Ils sont OK. On a appuyé sur le bouton de la fenêtre là-bas. Ça ne fait rien. Je peux appuyer dessus. Ça ne marche pas, même quand le contact est mis. J'entends que ça essaie de monter. Mais elle ne veut pas descendre. J'ai lu les codes d'erreur et je n'ai rien trouvé concernant la porte. Donc la voiture pense que tout va bien. Ce n'est pas comme si quelque chose était débranché. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est que le moteur de la vitre est cassé, ou qu'il y a de l'humidité, ou un truc du genre. Et comme on ne peut pas ouvrir la porte, on ne peut pas retirer la carte de porte et voir à l'intérieur pour voir la fenêtre. On se dit que si on desserre un peu cette charnière, pour abaisser la porte, elle pourrait peut-être sortir. Mais essayons quand même. Bon, il y a 4 boulons qui fixent la charnière de la porte au châssis en carbone de la voiture. Mon père est en train de les dévisser et j'ai pu faire glisser la porte pour que la vitre ne se coince pas dans le joint. Oh! Oh! Maintenant que la porte est dégagée, on peut la soulever comme si elle était ouverte. Puis mon père remet les boulons qui fixent la charnière à l'habitacle en carbone. Maintenant, on peut accéder au panneau intérieur de la porte. Pour l'enlever, je retire le cache du haut-parleur et là, il y a un boulon. Je dois le dévisser. Puis enlever cette petite lampe qui est fixée par un seul boulon. Et c'est tout. Le panneau de porte va se détacher. C'est le panneau de porte le plus léger qui soit. Et je parie aussi que c'est l'un des plus chers. Un panneau de porte à 5869 livres sterling. Bon, voilà le moteur de la fenêtre ici. Ok. La prochaine étape, c'est de mettre le multimètre là-dedans et voir si le moteur est alimenté en électricité. Mais il n'y avait rien. Il n'y a vraiment rien. Oh, celui-là ne marche plus non plus maintenant. On s'est dit qu'il fallait peut-être brancher la carte de la porte pour que tout marche. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais on ne va pas remettre en question Lamborghini. J'appuie. Ouais. Donc, tout doit être branché. Pour que les fenêtres fonctionnent. Donc avec la carte de porte branchée, on a débranché le moteur pour voir s'il y avait du courant. Mais il n'y en avait toujours pas. Rien. Donc le moteur est peut-être en bon état, mais il n'est pas alimenté en électricité. Est-ce que le signal qui dit à la vitre de descendre ne sort pas du module de commande de la porte? J'ai décidé de déconnecter le moteur du lève-vitre pour voir si on pouvait l'alimenter nous-mêmes. Comme ça, on saurait si ça marche vraiment. Et quand on l'a retiré, ça a marché. Ok, donc il y a une solution. Il avait du courant, mais on n'arrive pas à la baisser. La fenêtre ne descendait pas toute seule. Donc soit l'interrupteur est défectueux, soit l'ordinateur à l'intérieur est défectueux. Car le moteur fonctionne bien. Mais la seule façon de le savoir est de prendre cet interrupteur et de le mettre de ce côté. Je pense qu'on va devoir faire ça. Mais après avoir fait super gaffe pendant un moment pour ne pas casser le panneau de commande de la console centrale, on s'est rendu compte que le panneau de commande était en fait un truc tout en un, avec juste une prise. Donc en fait, on ne peut pas changer les interrupteurs des fenêtres. Du coup, on a dû passer au plan B,
qui consistait à démonter la porte côté conducteur. On pense que cet ordinateur contrôle la vitre et la porte. C'est pareil de l'autre côté. Enfin, non, pas tout à fait. Il y a un côté gauche et un côté droit. Mais on va les intervertir pour voir si ça fait monter et descendre cette fenêtre. Et j'espère que ça va marcher. Donc, on peut enlever celui-là. Ce module de porte contrôle tout ce qui se passe dans la porte. On enlève celui du côté passager et on va le remplacer par celui du côté conducteur. Mais ils étaient un peu différents. Ça, en haut à droite. Et le tien est en bas à droite. Mais ça ne coûtait rien d'essayer. Je branche tout maintenant, de la porte côté conducteur à la porte côté passager. Puis je branche le côté passager dans la porte côté conducteur pour faire un circuit complet. Ok. De ce côté-là, rien. De ce côté-là, rien non plus. Mais ça n'a marché ni d'un côté ni de l'autre. Donc ce côté-là ne marche pas de ce côté-là, et ce côté-là ne marche pas de ce côté-là. Alors comment on peut régler ça? On ne sait toujours pas. On sait que le moteur marche bien parce qu'il tourne. Ça pourrait être le problème. Mais on n'est pas sûr. Je continue de penser que le problème vient de cet ordinateur. Le commutateur marche quand on le pousse vers le haut, mais pas vers le bas, ce qui me semble bizarre. Pourquoi l'interrupteur se casserait-il juste en position descendante? Et pourquoi le moteur fonctionnerait-il à la montée mais pas à la descente? Je n'ai jamais vu un moteur qui ne marche que dans un sens et pas dans l'autre, donc c'est sûrement le module. Je parie que c'est ça. Pourquoi c'est cassé? Je n'en sais rien. C'est peut-être juste Lamborghini. J'en ai commandé un pour 58 livres. On verra plus tard si c'était bien ça le problème. Pour l'instant, on a encore plein de trucs à régler. Alors, on va s'y mettre. Allons-y. La plupart de ces pièces de voiture vont être repeintes. Et on va finir par changer la couleur. Mais ce qui est cool avec la SVJ, c'est qu'on peut démonter tous les panneaux et les envoyer séparément à l'atelier de carrosserie. On n'a pas besoin de leur ramener la voiture entière. Donc ce que je fais maintenant, c'est enlever les jupes latérales, quelques panneaux de carrosserie, puis passer du côté conducteur qui n'a pas été endommagé. Et j'enlève le panneau arrière, les jupes latérales et tout ce qui doit être repeint. Ce qui nous laisse uniquement le squelette de la voiture. Elle est prête à être peinte. Passons maintenant à l'arrière. Il y a un tuyau de purge ici qui a l'air d'avoir fondu. J'ai donc dû en acheter un nouveau. Si on ne réparait pas ça, le voyant d'alerte du moteur s'allumerait aussi sur le tableau de bord. C'est fondu. Alors, place au nouveau, exit l'ancien. Une solution simple et efficace. Boum! Nouveau rétroviseur, parce que l'ancien n'est pas là. Je pense qu'il a juste été éjecté dans l'accident. Et je sais pas où il a fini. Mais j'en ai acheté un. J'ai mis la référence et ça a l'air de provenir d'une Passat ou quelque chose comme ça. Mais on dirait que ce n'est pas un rétroviseur à intensité variable. Ce fil-là, quand on le branche, on dirait qu'on a peut-être cette fonction de gradation automatique. Je ne sais pas si ça va avoir effet ou pas, et ça ne me dérange pas trop parce que, enfin, c'est pas comme si on regardait souvent dans le miroir, non? Oh ouais! On a un miroir. Retour à l'avant de la voiture. Et voilà la barre de protection. Une barre qui coûte cher en plus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle s'aligne avec les jambes avant du châssis. Donc rien n'est tordu à cet endroit. C'est parti! Et voilà une autre partie du cadre. On a réussi à l'avoir un peu moins cher, mais il y avait un boulon cassé dedans. Du coup, on a dû percer le boulon, puis mettre un autre rivet écrou. Ce n'était pas trop compliqué, mais ça nous a évité de dépenser plein d'argent pour en acheter un nouveau chez Lamborghini. Donc, on a remplacé l'ancienne barre par une nouvelle. Encore une fois, on espère que ça s'aligne bien avec le châssis, ce qui prouverait encore une fois que rien n'est tordu à l'avant. On fait quoi ensuite? Et on recommence avec la porte. Pour l'instant, la porte ne ferme pas parce que la fenêtre est coincée. Et on a dû déplacer la porte pour pouvoir la relever. Et on pense, on espère, que c'est cet ordinateur. Pour être honnête, c'était un peu une supposition. Et bon, on en a commandé un. Le vrai coûtait 50 $. On a essayé de changer celui de droite pour celui de gauche, mais ça n'a pas marché parce qu'ils sont différents de chaque côté. C'est le moment de vérité maintenant. Soit ça va marcher, soit on a un problème plus grave qui... Si ce n'est pas ça, la seule autre possibilité que je vois, c'est l'interrupteur. Mais ça me semble bizarre que l'interrupteur puisse monter mais pas descendre. Et voilà. Je débranche la prise moteur, je débranche ça, et je débranche ça. Et je rebranche ça, et je rebranche la prise moteur. Et il fallait que la carte de la porte soit branchée pour que tout marche. Allez, fenêtre, allez, allez! Ok. C'est dedans.
Ouais, on sait que le moteur monte. On veut voir s'il descend. Oh! Descends, s'il te plaît. Ouais! Allez! Donc, c'était cet ordinateur depuis le début. Pourquoi cet ordi a planté, et la seule chose qui a planté sur cet ordi, c'est la fenêtre qui s'est fermée, ça reste un mystère. Je peux maintenant remettre le moteur dans le lève-vitre. Et cette porte devrait maintenant fonctionner comme il faut. C'est le problème quand on achète des voitures accidentées. Parfois, on répare les dégâts causés par l'accident, mais on doit aussi réparer les problèmes que la voiture avait déjà avant l'accident. Et ça pourrait être l'un d'entre eux. Mais maintenant que cette carte est en place, on arrive à résoudre ces problèmes. Et le châssis de la voiture est presque prêt. Je suis en train de remettre la porte en place et Matt est en train de serrer la charnière. Et on va tester le tout. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais! Super! Une porte passager qui marche. Ici, c'est un peu le chaos. Tout ce qui vient de Lamborghini arrive au compte-gouttes. On a reçu ce qu'ils avaient, on n'a pas reçu ce qu'ils n'avaient pas, tout ce qu'on reçoit d'occasion arrive au compte-gouttes, et ça arrive un peu partout. Mais il y a un truc qui est vraiment marrant. Tout ça, ça vient de Lamborghini. Vous pouvez voir que tous les emballages sont Lamborghini. Ça, c'est le truc le plus marrant de tous. Ici, on voit le capot moteur ou le haillon de la SVJ. Et pour le dévisser, le déverrouiller, on le fixe comme sur une voiture de course. Et on soulève ça, et ça se détache. Et pour le bloquer, on appuie comme ça. Maintenant, pour une raison quelconque, de ce côté-ci, je ne sais pas si c'est à cause de l'accident, j'en sais rien, mais tout ça est cassé. Alors je me suis dit qu'il nous en fallait un nouveau. Et le seul endroit où on peut en trouver, c'est chez Lamborghini, parce que je pense que c'est une taille spéciale pour la SVJ. Mais elles étaient hors de prix. Plus de 700 livres pour ça. Et elles sont arrivées. Regardez, voici le numéro de pièce, comme ça vous pouvez vérifier vous-même. Voici la référence de Lamborghini. Quand elles sont arrivées, on a ouvert les paquets et on a trouvé ça. C'est même pas une blague. Ils viennent d'un autre fabricant. C'est un autre fabricant qui est au Royaume-Uni. Et Lamborghini n'a même pas pris la peine d'enlever l'emballage. Il y a même écrit aerocatch.com. Et à l'intérieur, au fait, celles-là, on va les renvoyer. Donc à l'intérieur, on a les prises. On a les clés, on a tout. Et c'est ce qu'il nous faut pour remplacer ça. Mais ça coûte plus de 700 livres sterling et je me dis, bon, combien ça coûte directement sur le site d'aerocatch.com. Je peux juste mettre le numéro de pièce, donc je suis allé sur aerocatch.com et je les ai trouvés sur le site pour 70 livres. Et ça, c'est ce qu'on a reçu. Donc pour 70 livres, oh mon Dieu, c'est exactement pareil, regarde ça! C'est exactement pareil, regarde ça! C'est exactement pareil! 700 livres chez Lamborghini, 70 livres directement chez les gars qui les fabriquent pour Lamborghini. Lamborghini n'a même pas pris la peine d'enlever le logo. C'est dingue! Lamborghini a vraiment du culot. Mais je n'en attendais pas moins. Il reste encore quelques trucs à régler avant de pouvoir enfin conduire cette voiture. Et l'un d'entre eux est ce refroidisseur d'huile bancal. Pour le réparer, on a besoin d'un tout nouveau tuyau de refroidisseur d'huile. C'est ce qui le maintient en place. Je vais dévisser les deux boulons. Je tiens une partie du tuyau du refroidisseur d'huile contre l'autre partie. Et on ne devrait pas perdre trop d'huile parce que ce tuyau est assez haut. C'est la partie coupée qu'on a retirée du refroidisseur. Maintenant, je devrais pouvoir remettre le refroidisseur dans le support qu'on a installé tout à l'heure. Et ça marche. Ça s'aligne parfaitement. Je mets juste un peu de mastic là-dessus, même s'il y a un joint d'étanchéité à l'huile dessus. Donc ça devrait aller. Maintenant, je dois mettre le nouveau tuyau du refroidisseur d'huile en place. Je serre ces deux boulons pour qu'ils soient bien ajustés contre l'autre partie du tuyau. Et puis, je le visse au refroidisseur. Et enfin, le scoop-de-whoop qui entre. Ce guide d'air se fixe simplement au refroidisseur à l'aide de 4 boulons. Une fois qu'il est en place, le refroidisseur d'huile ne bouge plus. On est presque au point où l'Aventador, ou la SVJ, ou Suzanne, est en bon état mécanique et structurel. Il nous manque encore quelques éléments, dont cette barre ici. Et c'était comme une pièce spéciale. On attend toujours cette barre. Mais, ce que je pouvais trouver d'occasion, je l'ai acheté d'occasion. Et regardez ça. J'ai un phare d'occasion qui est tout neuf. Et pour un phare tout neuf,
C'est plus de 4000 livres, plus la TVA. C'est complètement dingue. Il n'y a aucun moyen de tricher avec ça. On ne peut pas récupérer de phare sur une autre voiture. On ne peut pas le faire. C'est vraiment cassé. C'est pas juste le verre, c'est aussi le boîtier en dessous. J'en ai donc trouvé un d'occasion pour 1900 livres. C'est quand même assez cher. Donc, on va le brancher. Qu'est-ce qu'on dit de ça? C'est un grand moment. Je pense que ça va marcher. J'espère que ça va marcher, parce que ça m'a coûté 1900 livres. Ouais, c'est bon. C'est allumé? Ouais. Plein phare? Ouais, ça marche. Clignotant? Ouais. Ouais! C'est allumé? Ouais. Allez! Ouais! 1900 livres! Alors ça, c'est de l'argent bien dépensé. Oh, elle reprend vie! On est presque fin prêt à faire rouler la SVJ. Mais on va avoir besoin d'un jeu de roues. Et le mien n'est pas encore arrivé. Oh, allez! On peut t'emprunter tes roues? Oh, est-ce que ma voiture est la nouvelle Suzy? J'ai donc envoyé mon père chez Marc pour lui emprunter sa SVJ, tandis que Liam et moi avons continué avec la nôtre. Et je me suis dit qu'il était temps de vérifier combien on avait dépensé. Donc pour en arriver là où on en est avec la SVJ, on a acheté toutes ces pièces pour un total de 11 564 livres sterling, ce qui, en plus des 230 000 livres sterling, est vraiment bien, si vous voulez mon avis. On s'est faufilé. Marc, je sais pas si tu l'as remarqué, mais on est en train de piquer ta caisse. Et la semaine prochaine, on reviendra peut-être chercher le moteur. J'ai économisé de l'argent là où je pouvais sur cette construction, parce qu'on sait tous à quel point c'est pénible de devoir payer pour quelque chose dont on n'aurait pas forcément dû payer. Mais bon, on sait aussi à quel point c'est cool de récupérer de l'argent qu'on ne savait pas forcément qu'on avait. Tu sais combien coûtent ces bouchons? Non, je ne sais pas. Ils coûtent 800 livres chacun. Oh là là! Et pour les gars et les filles au Royaume-Uni, je vais vous expliquer comment vous pourriez récupérer de l'argent si on vous a vendu un crédit auto de manière abusive. Mais avant ça, d'autres pièces sont arrivées. Enfin! C'est le moment qu'on attendait et qui m'a inquiété tout ce temps. C'est le bras en X. Alors, vous voyez, sur celui-là, on peut voir le renflement, ici. Et bon, l'idée, c'est que quand on l'a dévissé du châssis, le châssis s'est retrouvé coincé. Mais on va bientôt le découvrir, car ici, on a un modèle d'occasion qui est légèrement différent. Ça vient d'une Aventador Roadster. C'est la même forme, les mêmes mouvements, mais l'Aventador Roadster a un capot moteur qui va là et là. Je vais peut-être m'en procurer un qui soit conforme, je sais pas si ça va valoir le coup ou pas. Les vrais coûtent 1800 livres sterling et... En fait, ils font absolument la même chose, mais avec des onglets supplémentaires. Je ne sais pas. C'est une voiture de luxe, après tout. Bon, on va voir si le châssis est tordu, parce que si ces boulons ne s'alignent pas, s'ils ne s'alignent pas, eh bien là, on a un gros problème. Et on va bientôt le savoir. Mais revenons-en à comment vous pourriez récupérer un peu d'argent. Jusqu'à 40% des contrats de financement automobile conclus entre 2007 et 2021 ont été vendus de manière abusive, ce qui pourrait représenter jusqu'à 18 milliards de livres sterling de remboursement. La récente décision de la Cour suprême a déclaré que les accords de commission discrétionnaire étaient injustes. C'est là que les concessionnaires augmentent en cachette vos intérêts pour gagner plus de commissions. Et ça a touché jusqu'à 14 millions de propriétaires de voitures. Les gars de l'assistance ont apporté les outils. Ouais, regarde ça, c'est du pro. Ah bon? Tout ça veut dire que vous pourriez avoir droit jusqu'à 950 livres par contrat. T'as déjà bossé sur une voiture à un demi-million de livres, mais en tant que client, pas en tant que fils. Non, c'est pour ça que c'est stressant. Bien sûr, vous pouvez vous plaindre directement à votre prêteur gratuitement, aller voir le médiateur financier ou juste attendre la nouvelle loi. SCA. Non. SCA. FCA. FCA. Finance Scheme. Non. FCA, programme de recours. Oh, ouais. Mais si vous pensez faire un de ces trucs, les prêteurs disent déjà que c'est compliqué de remonter jusqu'aux transactions de 2007 parce que la date manque ou a été supprimée. Ça pourrait compliquer les paiements automatiques. Mais la bonne nouvelle, c'est que la nouvelle barre en X semble être prête. Oh, ouais! Une fois qu'on aura fait tout ça, on devrait avoir une bonne structure.
Donc si vous ne savez pas quel prêteur vous avez utilisé, que vous ne trouvez plus vos papiers ou que vous voulez juste que quelqu'un d'autre s'occupe de tout ça pour vous, il y a un moyen simple. Reclaim 247. Ils vont chercher tout crédit auto à votre nom. Tout ce dont ils ont besoin, c'est de votre nom, votre adresse et votre date de naissance. Fini les anciens. Place aux nouveaux. Je suis sûr que Marc ne m'en voudra pas. Il n'y a pas de paperasse, pas d'immatriculation de voiture et c'est sans frais si on ne gagne pas. Ça prend 60 secondes pour commencer votre demande. Alors allez sur reclaim247.co.uk pour commencer votre demande dès aujourd'hui. Maintenant, on va conduire ça à l'extérieur. On sait maintenant que la SVJ est en bon état et qu'elle n'est plus en mode limp. Elle devrait donc être en bon état mécanique. Mais je ne vois qu'un seul endroit où on peut vérifier ça avant de commencer l'assemblage final de la SVJ. Et c'est chez Mallory Performance. Dans quelques semaines, on va tester cette voiture à fond et on n'a pas vraiment beaucoup de temps pour la tester sur la route. C'est donc l'occasion rêvée de voir si la SVJ fonctionne correctement en la mettant à nu sur le banc d'essai. On espère qu'elle va bien marcher, passer toutes les vitesses et, bien sûr, faire beaucoup de bruit. Mettons-la sur le banc d'essai pour voir quelle est sa puissance et si elle marche vraiment bien. Ça peut sembler dingue de faire ça à ce stade. Mais en fait, il y a une logique derrière. S'il y a un problème avec la voiture, on la démonte tout de suite. Comme ça, tout est beaucoup plus facile d'accès. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus facile à réparer en cas de problème. En ce moment, je suis à fond. Ça va être un bruit de dingue. 770 chevaux. On va la tester sur le banc d'essai après l'avoir remise à neuf. Oh mon Dieu, j'ai peur. Avant que Phil ne lance tout, il doit calibrer le banc d'essai. Et on va faire ce test en 5e vitesse. Pour l'instant, tout a l'air de bien se passer. Quand on est passé à la course, c'était différent. C'est plutôt pas mal. La voiture a complètement calé dès qu'on a atteint les 100 km à l'heure. Avant de continuer, on a donc scanné les codes d'erreur. Et on en avait deux. L'un concernait un problème avec la direction de la roue arrière et l'autre, c'était un problème avec le système EVAP. Le système EVAP, c'est pour les vapeurs qui sortent du réservoir d'essence. Comme on a démonté le car arrière et le bouchon du réservoir, je me suis dit que ça pourrait venir de là. C'est cette prise ici. Je pense que c'est pour ça que ça indique un circuit ouvert. Cette prise, c'est pour le bouchon du réservoir. Donc je pense que comme c'est pas branché, ça veut dire qu'il y a un circuit ouvert. Mais on a réussi à résoudre ce problème. Si c'est la direction des roues arrière, ça pourrait avoir un impact sur notre traction. C'est pour ça qu'on ne peut pas la désactiver pour faire rouler cette voiture. Et si on ne peut pas la désactiver, eh bien sûr, elle ne va pas rouler sur le banc d'essai. Voyons si Phil peut régler ça d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas s'il y a un moyen de l'activer. On devrait peut-être l'effacer puis le lancer tout de suite pour le perturber, je ne sais pas trop. Bon, le problème EVAP est réglé. Mais le seul problème qui reste, c'est la direction des roues arrière. Et c'est peut-être ça qui limite la vitesse. Mais essayons quand même. Espérons que ça marche cette fois-ci. On arrive à 50 km/h, 65 km/h, 80 km/h, puis 100. Et le courant est coupé. On n'a plus rien. On roule à 100 km/h, mais la voiture est à moitié morte. Ça doit être à cause de la direction arrière. C'est le seul problème qu'on a. Maintenant, le problème, c'est que la communication avec le module de commande de direction de la roue arrière a été perdue. C'est un peu comme si c'était débranché. Mais on est allé à l'arrière de la voiture pour voir les connexions là-bas, et tout avait l'air en ordre et bien branché. Mais on a essayé pendant super longtemps avant de devoir abandonner. Cette voiture n'allait pas faire un test de puissance sur le banc d'essai. Bon, on a essayé, mais on a raté. On dirait que la voiture est limitée à 100 km/h et on pense que ça vient du module de direction des roues arrière. C'est le seul problème qu'on a. Et c'est à l'arrière gauche. Même si on l'a réparé, je pense qu'il y a une limitation à 100 km/h, donc on doit retourner au dépôt et essayer de voir si c'est le module de direction de la roue arrière. Parce que le nouveau coûte 5500 livres et je ne veux pas avoir acheté un modèle à 5500 livres alors que celui-là a l'air en bon état, juste parce qu'il a un fil cassé quelque part.
Donc, tentative ratée. Mais la voiture est remontée sur la remorque et a été ramenée au dépôt. Ah, c'est énervant. Mais je m'y suis mis et j'ai vérifié toute l'alimentation électrique du module de direction de la roue arrière. Voici les 3 fiches qui y sont reliées. Et elles sont toutes alimentées en électricité, il y a du signal. Et elles passent par en dessous jusqu'à ce moteur-là qui contrôle la direction des roues arrière. Bon, on dirait qu'on va devoir acheter un nouveau moteur de direction de la roue arrière qui coûte 5500 livres. C'est vraiment dégueulasse. Mais c'est une bonne chose qu'on l'ait découvert maintenant plutôt que plus tard. Ne gâchons pas tout quand même. Suzanne, la SVJ, est presque prête pour les panneaux de carrosserie. Elle pourra bientôt reprendre la route. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, donnez-moi un like et abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace out. Équipe de redressement financier. Oh Ça sonnait si bien dans ma tête.